Et, il est midi, les gens continuent de se joindre, mais je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire présenté par le réseau Inondations intersectorielles du Québec. Et c'est le deuxième volet de nos webinaires étudiants, donc qui ont pour objectif de mettre en valeur le travail effectué par la relève, c'est-à-dire les étudiants qui travaillent sur la recherche en inondation. Aujourd'hui, on a 2 présentations pour le prix d'une, et je vous signale tout de suite que les présentations sont enregistrées et seront disponibles par la suite sur notre chaîne YouTube. Alors, les présentations sont de 20 minutes chacune, suivies d'une période de questions de 10 minutes. Vous pouvez poser vos questions à la fin de la présentation, soit en levant la main ou à partir du chat. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Philippe qui vous présenteront nos présentateurs. Merci Yves. Merci Alexandre et Marjolaine d'avoir accepté donc de présenter vos travaux. Merci à tout le monde d'être là. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, on a 2 présentations aujourd'hui, comme vient de le dire Yves. Alexandre va présenter en premier, suivi ensuite de Marjolaine. Donc, brièvement, Alexandre termine son doctorat au Centre d'études de la forêt à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, travaille sous la direction de Yves Bergeron et de Jacques Tardif. Son expertise porte sur la dendroclimatologie, l'hydrologie, l'inondation, sécheresse et l'écologie forestière. Et dans le cas d'Alexandre, donc, il a été boursier du RIS, dans le cadre du 2e programme de bourse qu'on a lancé d'ailleurs il y a déjà 1 an et demi. Sa présentation portera sur l'apport des cernes de crue, donc les flood rings, qui aident justement à la reconstitution des crues de dégel printanier au Québec. Donc, encore une fois, merci Alexandre d'avoir accepté de donner une présentation. Et la parole est à toi. Donc, 20 minutes de présentation pour laisser 5-10 minutes de questions. OK? Merci beaucoup, Alexandre. Okay, merci, bonjour à tous et merci pour cette belle présentation. Merci pour l'opportunité aussi de présenter les travaux au risque. Je pense que c'est le mauvais écran. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Oui. Oui, mais on voit l'autre partie, hein, changer effectivement d'écran. Déconnecter l'autre écran. On peut basculer entre les affichages en haut. Dans nouveau partage? Ah, oui. Ouais, peut-être repartager. Ouais. Ok. Ça n'avait pas fait ça quand on a fait le test tout à l'heure. Non, il continue à me mettre une excuse. Ok, on va recommencer là. Ok, on y est. Parfait. Fait que c'est ça, aujourd'hui, je voulais vous présenter les résultats de mon chapitre 1 de la thèse. Et surtout, plus que présenter les résultats, je voulais vous présenter les potentialités en fait, d'utiliser les cernes de crue, qu'on appelle flood rings en anglais, pour reconstituer la variabilité naturelle historique des inondations de dégel printanier au Québec. Et pour les bassins versants où on manque de séries hydrologiques enregistrées par des capteurs. Fait que, les changements climatiques qu'on observe actuellement vont avoir des effets probables, potentiels, sur la fréquence et l'intensité des événements hydrauliques extrêmes, dont les inondations font partie. Et quand on manque de séries hydrologiques pour prévoir avec assez de certitude les changements dans ces événements, on fait appel à ce qu'on appelle les indicateurs de substitution. C'est des proxys en anglais. Et parmi ces proxys hydrologiques, les arbres sont vraiment fantastiques parce que, d'une part, on ne manque pas d'arbres au Québec. Et les arbres produisent un cercle de croissance à résolution annuelle, c'est-à-dire qu'à chaque année, ils vont produire une couche de cellules qui est influencée par toute une interconnexion entre climat, hydrologie, facteurs environnementaux.
et ces cellules, dans l'anatomie du bois, vont être enregistrées les stress qui ont été appliqués à la croissance des arbres. Donc, on peut imaginer sur un bassin versant échantillonner un N d'arbres suffisamment grand pour être représentatif de la variabilité spatiale du bassin versant et la variabilité hydrologique, et puis aller chercher à l'intérieur de chaque cerne de croissance les marqueurs anatomiques laissés par les inondations, par la hauteur d'eau appliquée au tronc. Ici, c'est des photos du lac du Parquet avec des arbres inondés ici en début juin. Et puis, sur une chronologie de cernes, ici, on a le cœur de l'arbre et puis on se dirige vers l'écorce, qui est la référence temporelle présente. Si on zoome sur des 2 années de cernes, ici pour une année de débit normal et ici pour une année de débit de haut niveau de débit printanier, donc une année de crue, 1947, on se rend compte que les taches blanches qui représentent les vaisseaux, qui sont des sortes de pailles, ici coupées en sections transversales, ce sont des pailles qui transportent la sève de haut en bas dans l'arbre. On se rend compte que plus le niveau d'eau appliqué au tronc, qu'on représente ici par le débit moyen de la rivière Arikana, plus ce niveau d'eau est important et plus le nombre de vaisseaux augmente et plus l'aire des vaisseaux en section transversale moyenne va diminuer. C'est que ces relations-là, débit et paramètres anatomiques de vaisseaux étant significativement linéaires, on est capable de dériver des fonctions de transfert qu'on calibrerait sur des données de débit observées pour venir reconstruire la variabilité hydroclimatique passée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné 43 arbres sur le lac du Parquet et on a dérivé les chronologies de variables anatomiques de vaisseaux et de largeur de cernes qu'on a calibrées sur les données hydrologiques instrumentales enregistrées sur la rivière Arikana. On dispose d'environ une centaine d'années de données, donc c'est très prometteur. On n'est pas sur le même bassin versant. Je ne sais pas si vous voyez ma souris là, mais on a 85 km entre le lac du Parquet et la rivière Arikana. Ça peut sembler loin, mais quand on s'attache à reconstituer des phénomènes assez spatiaux et homogènes comme les inondations, 85 km, ce n'est pas très loin. Et puis, on a corrélé nos chronologies du lac du Parquet avec cette petite ligne de station hydrométrique ici, et le signal est vraiment cohérent entre toutes les stations et le lac du Parquet. Sur nos 43 échantillons, on les a préparés avec des méthodes dendrochronologiques classiques. On n'a pas tué d'arbres pour faire ça. On a pris soit des carottes, soit des cookies, mais sur des arbres morts déjà. On est venu prendre des photos très haute résolution de chacun des cernes. Et puis, on a utilisé des algorithmes de détection d'images, qui sont des convolutions d'images en X et en Y répétées un certain nombre de fois, pour venir détourer les vaisseaux qui étaient les petites taches blanches là, sur la photo précédente. En créant ces cartes digitales de vaisseaux, avec un logiciel qui s'appelle Wincell, qui est un logiciel québécois, on est venu mesurer toute une panoplie de paramètres géométriques, l'air en coupe transversale, le périmètre, la porosité, la densité des vaisseaux, etc., sur nos 43 arbres pour produire des chronologies moyennes que vous avez représentées ici en rouge en bas, avec les séries des 43 arbres représentés en gris derrière. On a fait ça 12 fois pour 12 paramètres. Ce n'est pas essentiel que vous connaissiez le nom de tous les paramètres, mais par exemple, pour l'année 1947, qui était l'année de la petite photo ici, vous pouvez voir que chacune des chronologies présente une variance plus élevée pour cette année-là. Ça fait des pics pour chacune des chronologies. Et on s'est attaché à regarder, en corrélant chacune de ces chronologies par rapport au débit moyen et maximum mensuel de la rivière Arikana, si chacune des chronologies portait un signal attaché donc au débit de printemps. Il s'avère que toutes les chronologies présentent un signal en corrélation positive ou négative, ici sur cette carte de corrélation. Donc, on n'a pas pu en choisir une ou l'autre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a toutes inclus dans une analyse en composantes principales pour réduire leur dimensionnalité. Et puis, on a inclus les composantes principales directement comme prédicteurs d'un modèle de régression linéaire multiple. C'est un modèle qu'on appelle PLS-MLR en dendro. On pourra en discuter dans les questions si vous avez plus de questions. Mais ce modèle-là, donc cette fonction de transfert qui a été calibrée sur les données de 1915 à 2016 pour la rivière Arikana, a capturé 68% de la variance sur la période de calibration.
Pour des modélisateurs hydrologiques, 68%, ça peut paraître un petit peu faible, mais lorsqu'on utilise des proxys paléo-environnementaux, 68%, ça commence à être beaucoup de variance capturée. Ce n'est pas souvent qu'on atteint 68%. Et on ne s'attendait pas à atteindre autant. En analysant la performance du modèle, on s'est aussi aperçu que le signal inclus dans les cernes de crue était tellement fort que seulement 5 arbres auraient suffi à apporter le signal apporté par nos 43 arbres dans le modèle. Fait qu'avec 5 arbres seulement, on aurait eu un modèle avec la même force statistique qu'en incluant 43 arbres à l'intérieur. Et ce, dans toutes les gammes de périodicité qu'on a pu tester. Ici, c'est une carte de corrélation cross-wavelet, fait qu'on a analysé la corrélation entre la reconstruction et les données observées dans toutes les gammes de périodicité qu'on pouvait tester par rapport à la longueur temporelle de la chronologie. On a donc reconstitué le débit moyen printanier. Ce n'est pas exactement le printemps mars, avril, mai, c'est un printemps un petit peu décalé du 15 avril au 30 juin pour tenir compte de l'amplitude totale de la crue et de la décrue sur la rivière Aricana. Dans les prochaines slides, là, quand je vais parler de débit printanier, c'est le débit moyen de printemps du 15 avril au 30 juin. Cette reconstruction, donc on a pu établir sur la longueur de chronologie, sur la durée de vie totale des arbres qu'on a échantillonnés, nous a permis d'apporter de l'information sur la variabilité naturelle des crues, d'apporter une perspective historique aux données observées. Et ça nous renseigne sur la dynamique des débits printaniers pendant la fin du petit âge glaciaire. Si vous regardez ici la carte de transformation wavelet continue, qu'on peut comprendre comme une carte de la variance et de la significativité de la variance dans toutes les gammes de périodicité qu'on a pu tester. Ici, 32 ans, par exemple, de périodicité. Pour le petit âge glaciaire, la fin du petit âge glaciaire, en tout cas, les crues, les hauts débits de printemps et les bas débits de printemps s'échangeaient avec une périodicité interdécennale qui a changé à la fin du petit âge glaciaire avec le changement dans les circulations atmosphériques planétaires qu'on a connues à cette époque-là, vers une périodicité plutôt interdécennale et une grande activité des hauts débuts printaniers aux alentours de 1880, qu'on retrouve ailleurs en Amérique du Nord et au Québec. Et puis, depuis l'ère industrielle, donc une augmentation de la fréquence des hauts débits printaniers avec une augmentation également de l'intensité atteinte par les niveaux d'eau. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on voyait dans les données observées, mais les cernes de crue ont permis d'apporter la perspective historique depuis 1771 pour comparer cette tendance par rapport à la variabilité historique. Donc. On a ensuite testé l'association de cette reconstruction avec tout un tas de paramètres climatiques, des paramètres climatiques spatialisés, qu'on a pu faire des corrélations spatiales, et on s'est rendu compte que pour une majeure partie du nord-centre-est du Canada, c'est la patate là, que vous avez sur la carte, la cohérence spatiale des crues était associée à des hivers plutôt froids et plutôt neigeux, et à des printemps plutôt tardifs et plutôt pluvieux. Ça, c'est vraiment le cocktail de paramètres climatiques, si on veut, qui menait au plus haut débit printanier reconstitué pour la période de 1900 à 2016, mais ça prévaut également pour les 250 ans reconstitués. Connaissant cette cohérence spatiale, cette reconstruction n'avait que 43 arbres. On s'est demandé si, en augmentant le N d'arbres, on avait toujours cette cohérence spatiale en allant chercher des arbres dans des bassins versants de plus en plus différents, de plus en plus éloignés. On était assez confident que ça fonctionnerait, puisqu'avec 5 arbres au lieu de 43, on avait le même signal. Cette fois-ci, on a échantillonné presque 1000 échantillons, je me rappelle, 929, je pense, échantillons. Et plutôt que de faire des analyses d'images qui peuvent être assez coûteuses et assez demandantes en temps et en personnel de laboratoire, on a plutôt assigné des valeurs à chaque cerne, des valeurs donc semi-quantitatives, sans connaître l'année à laquelle s'attachaient les cernes, mais on a simplement assigné un 0 quand il y avait l'absence de cernes de crue, ou un 1, comme ici, quand il y avait une variation visuellement notable, mais de faible intensité dans la taille, l'organisation et l'air des vaisseaux, on a assigné un 1. Et puis quand il y avait un cerne de crue typique, donc une variation de haute intensité dans le nombre et la taille des vaisseaux, on a inclus un 2. Et ensuite, en comptant le nombre de 1, le nombre de 0, le nombre de 2 par année, divisé par le nombre total
d'échantillons une année donnée, on a pu constituer des courbes de fréquence, comme on pourrait le faire pour les cicatrices de glace, par exemple. Et on est venu comparer ces fréquences de cernes de crue, que vous avez représentées ici en histogramme de 2 couleurs, qui sont les numéros 1 en gris, puis le numéro 2 en noir, mais la hauteur totale donne l'occurrence totale de cernes de crue par rapport au nombre total d'échantillons une année donnée. On a comparé ces fréquences par rapport à la reconstruction du débit de la rivière Arikana, qui est la même reconstruction que je présentais juste avant, et par rapport aux plus hautes années au plus haut débit reconstitué pour les 250 dernières années. On les a poursuivis par des courbes bleues, ici, verticales. Fait qu'on a comparé le lac du Parquet, qui est notre contrôle inondé, à un ensemble de rivières naturelles, un ensemble de rivières régulées et un contrôle non inondé. Parce qu'on voulait être certain qu'il n'y ait pas de phénomènes comme des attaques d'insectes ou des paramètres, des variations climatiques qui pourraient induire des choses qui ressemblent à des cernes de crue. Ici, ça nous démontre que non, parce qu'on a simplement des valeurs 1 très faibles, fait que des variations visuelles du nombre et de l'air des vaisseaux qui nous paraissaient être des cernes de crue, mais sur le nombre total d'échantillons, ce n'est pas du tout représentatif des années de crue majeures qu'on peut observer dans la reconstruction. Sur les rivières régulées, on a une bonne cohérence et des assez hautes fréquences de cernes de crue pour les périodes avant la création des barrages, qui datent d'environ 1930 pour la région qu'on étudie, qui est la BTB. Et puis ensuite, après la création des barrages, seulement des hautes fréquences atteintes pour les niveaux, les années d'inondation qui dépassent probablement la capacité hydraulique des barrages, comme ici 1960 ou encore 1947. Pour les rivières naturelles, le signal était extrêmement élevé et corrélait très bien avec le lac du Parquet et notre construction du débit de la rivière Arikana, du débit printanier. Et donc là, on peut imaginer que si on augmente suffisamment le N d'arbres qu'on entre dans ces courbes de fréquence, on peut atteindre le même signal, le même niveau de données et d'informations qu'avec les mesures continues d'analyse d'image qu'on avait faites pour la reconstruction. Ça fait que c'est une très bonne nouvelle. On s'est ensuite attaché à décortiquer l'intensité des corrélations entre chacune des rivières, donc chacune des fréquences de cernes de crue par groupe de rivières, et par rapport à la reconstruction. Fait que ça, c'est les box plots des corrélations pour chacune des courbes de fréquence corrélées avec la reconstruction. Ici, le lac du Parquet sort un petit peu du lot, tout simplement parce que le lac du Parquet est codé DPL ici, ce box plot-là. Le lac du Parquet, il est alimenté par 4 rivières et a un seul exutoire. Fait que l'amplitude de la variation du niveau d'eau printanière est un petit peu plus élevée que pour le reste des rivières naturelles régionales. C'est pour ça qu'il sort un petit peu plus fort. Les rivières naturelles corrèlent avec la même force entre elles, et puis les rivières régulées partent d'un niveau de corrélation 0, ici, avec une gamme de variabilité assez grande, et même certains arbres qui proposent des corrélations de la même force que pour les rivières naturelles. Et là, on s'est demandé si, avec une stratégie d'échantillonnage ciblée, on ne pouvait pas maximiser ce signal dans les rivières régulées. Et puis, pour le contrôle, ici, vous voyez, les corrélations étaient centrées autour de 0 parce qu'on n'avait pas de cernes de crue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné échantillonner une rivière, la Driftwood River en Ontario, qu'on n'a pas choisie au hasard. On l'a choisie parce que c'était une rivière régulée, donc en contexte régulé par un barrage hydraulique, mais un barrage fixe, pas manœuvré. Fait que l'effet de la régulation sur les niveaux d'eau permettait quand même d'avoir des variations semi-naturelles de la rivière, et notamment pour la période de dégel et d'augmentation des débits au printemps. Et puis, on a échantillonné nos arbres sur un site en aval du barrage, un site en amont proche, un site en amont plus éloigné, etc. On a également prélevé nos arbres à partir du trait de berge, donc proche du niveau d'eau permanent, du niveau d'eau estival, mettons, et puis plus en s'éloignant de la berge jusqu'à 100 mètres. On n'a pas échantillonné au-delà de 100 mètres. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en aval du barrage, ici, le site RPR1 ne présentait aucun cerne de crue, probablement parce qu'on l'a échantillonné vraiment très proche du barrage et la pente hydraulique sous le barrage était trop forte pour permettre des variations du niveau d'eau, même pendant la période de dégel. Malheureusement, on n'avait pas d'arbres, on n'avait pas de frêne noire plus en aval, qu'on n'a pas pu comparer avec un site plus en aval, c'est dommage.
Et puis, plus on s'éloignait du barrage, plus on s'éloignait du linéaire d'influence du barrage, finalement, plus les fréquences de cernes de crue trouvées dans les sites éloignés reproduisaient les patrons de fréquences qu'on avait trouvés précédemment pour les rivières naturelles. On s'est également aperçu qu'en échantillonnant ce gradient de distance à la berge et à la plaine d'inondation, on pouvait extraire les fréquences de cernes de crue qui étaient attachées à la régulation des niveaux d'eau et extraire les fréquences qui étaient plutôt attachées aux inondations, donc à la variabilité naturelle. Tout simplement parce qu'un arbre situé très loin dans la berge, à une centaine de mètres du niveau d'eau, qui présente un cerne de crue, va être attaché à une crue d'intensité très forte qui a fait augmenter les niveaux d'eau, donc jusqu'à atteindre une centaine de mètres au bord de la rivière. Alors que les arbres qui sont très proches de la ligne de berge peuvent être soumis à des inondations plus périodiques, peut-être même annuelles, qui sont plus liées, quand on se situe dans un linéaire d'influence proche du barrage, cette fois à la régulation des niveaux d'eau. En conclusion de quoi, ce que je voulais vous présenter ici et que vous reteniez, c'est que la méthode dendrochronologique appliquée aux cernes de crue peut produire des séries soit quantitatives avec l'analyse d'images, soit semi-quantitatives avec la méthode des 0, 1, 2 assignés à chaque cerne de croissance. Et ces chronologies, si on augmente suffisamment le n pour les méthodes semi-quantitatives ou si on choisit un n adapté pour les méthodes quantitatives, permettent de reconstruire la variabilité historique naturelle des inondations et permettent une perspective historique aux données hydrologiques observées. Cette grande perspective qu'on peut apporter, pas grande, là on a apporté 250 ans, mais si on change de rivière et qu'on trouve des arbres plus âgés, on peut augmenter la perspective dans le passé. Ces séries peuvent servir à calibrer des modèles hydrologiques ou des modèles de prévision hydrologique, pas forcément en tant qu'intrant du modèle, mais en tant que série de vérification, notamment pour vérifier tout ce qui est fréquence de retour des inondations. Parce que parfois, avec seulement 30 ans de données hydrologiques, ce n'est pas forcément facile ou pas forcément certain d'analyser des fréquences de retour comme la crue centenale ou cinquantenale, par exemple. Et on peut imaginer, à l'échelle du Québec, échantillonner peut-être une rivière par bassin versant et dresser un portrait à l'échelle du Québec de la variabilité naturelle historique des inondations. Je vous laisse sur les partenaires et les membres du projet, scientifiques, financiers ou techniques, dont le risque fait partie. Moi, j'appartiens à l'UQAT et à l'Université de Winnipeg, mais on a de nombreux partenaires comme Ouranos, Hydro-Québec ou Ontario Power Generation qui ont fourni un support constant pendant ce projet. Merci beaucoup. Je pense que j'ai respecté mon temps, ça va. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Excellente présentation, vraiment très, très instructive. Fait que c'est le temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main. Écoute, en attendant, moi, Philippe, j'en aurais une question. Alexandre, je suis curieux de comprendre le phénomène. Comment le fait que l'arbre soit entouré d'eau, comment ça affecte les fameux vaisseaux? Puis est-ce que l'essence d'arbre a une importance? Oui, c'est une très bonne question. C'est deux très bonnes questions, en fait. On a mené pas nous, mais il y a des expériences en conditions contrôlées qui ont été menées sur des jeunes arbres. Et il se trouve que l'inondation réduit les échanges gazeux entre les racines et l'atmosphère et change les hormones, notamment d'éthylène et d'oxine, à l'intérieur de l'arbre. Ce qui fait qu'au moment de sa différenciation cellulaire, connaissant ce changement d'hormones, l'arbre modifie son réseau vasculaire pour éviter de perdre de la conductivité hydraulique par cavitation, qui est la formation de bulles d'air dans les vaisseaux. Et en physiologie végétale, une stratégie commune pour ne pas perdre trop de conductivité hydraulique, c'est de diversifier son réseau, de passer de gros vaisseaux à une myriade de petits vaisseaux. Parce que si on perd un petit vaisseau, on perd un potentiel de conductivité hydraulique qui est plus faible que si on perd un gros vaisseau. Ça, c'est le mécanisme physiologique qui est derrière. Et pour la question des essences d'arbres, on a fait ça avec des frênes noirs. Ça marche très bien avec les frênes noirs. On l'a fait avec les frênes verts aussi sur le lac Winnipeg.
et des chaînes pédonculées et chaînes à gros glands sur des rivières en France ou la Red River au Manitoba. Ce qui a l'air de fonctionner, c'est toutes les espèces de feuillus à zone poreuse. C'est des espèces de feuillus qui construisent leur système vasculaire au printemps, puis ensuite qui construisent plus du tout de vaisseaux pendant la période de végétation. C'est des espèces pour lesquelles le timing de formation des vaisseaux correspond à la même période que la crue printanière au Québec. OK. On a essayé avec d'autres essences qui sont les peupliers, qui eux forment un tissu continu de vaisseaux pendant toute leur saison de végétation. Le signal est plus difficile à extraire et est mixé avec d'autres phénomènes climatiques comme des grosses pluies d'été, par exemple. Que pour l'instant, le signal maximal est extrait des feuillus à zone poreuse. Ouais. Merci, c'est clair. Est-ce que la durée de l'inondation peut avoir un impact aussi? C'est-à-dire, si l'arbre est inondé pendant 2 jours ou pendant 2 semaines, ça doit sûrement faire une différence. Oui, ça doit sûrement faire une différence et c'est une étude qu'on est en train de préparer. On va probablement prendre des micro-carottes semaine par semaine sur les arbres et étudier comment les vaisseaux répondent, comment la formation des vaisseaux et la période de formation des vaisseaux répond par rapport à la période d'inondation. Okay. Mais c'est certain que des inondations de très faible durée ou de très faible intensité vont être moins enregistrées par les vaisseaux que des inondations qui arrivent très tard dans le printemps et avec une très haute intensité. Parfait. Merci beaucoup pour tes réponses. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Ah, il y a des félicitations, mais pour l'instant, pas d'autres questions. Moi, je vais avoir une question. Étienne Boucher qui a levé la main. Vas-y, Étienne. Ouais, salut Alexandre. Premièrement, je voulais juste m'assurer que tu vas venir présenter ça à la mairie d'Andro, là. Oui, ce ne sera pas ça, mais je vais blague, présenter à la mairie d'Andro. OK, c'est bon. Puis la deuxième chose, c'est je me demandais s'il y avait une dépendance de l'âge de l'arbre à l'enregistrement, c'est-à-dire que des vieux arbres seraient plus susceptibles d'avoir des stratégies physiologiques d'adaptation à des crues, mais des jeunes arbres auraient moins, tu sais. Donc, autrement dit que ça pourrait introduire un biais dans ta chronologie sur la portion plus ancienne. Exact. Mais c'est quelque chose qu'on a testé et qu'il n'y avait pas d'effet dans nos frênes de l'âge, mais en ce moment, on est en train de faire des analyses avec les ormes, qui sont, eux, des feuillus à zone semi-poreuse. Et eux, il y a un effet d'âge extrêmement important avec un enregistrement qui est très différent entre les arbres âgés et les arbres jeunes. Fait que, dépendamment des essences, ça peut avoir un effet. Ça, on n'a pas sur le frêne noir. OK. Moi, j'aurais une autre question. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions reliées à la... Donc, tu montrais tout à l'heure, tu me corrigeras si je me trompe, qu'il y a une augmentation en fait de la fréquence des plus d'inondations depuis quoi, le milieu du 19e siècle. Et est-ce que c'est à mettre en lien avec le réchauffement qu'on observe, surtout depuis les 50 dernières années, 60 dernières années, non seulement en termes de fréquence, mais aussi, ça revient à la question de Yi tout à l'heure, hein, si les travaux que tu es en train de mener ou d'autres sur la durée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a des inondations plus fréquentes et de durée plus importante au cours des, mettons, dernières décennies? Alors, au cours de la dernière décennie, oui, c'est ce qu'on observe. Mais avec les changements climatiques attendus, on peut plutôt s'attendre à ce que la fréquence et l'intensité des événements d'inondation diminuent parce que l'augmentation des températures, et notamment des températures hivernales et printanières, vont probablement réduire l'accumulation de la neige en hiver, vont augmenter les phénomènes de dégel et de fonte hivernale avec des événements de pluie sur neige ou des choses comme ça, et probablement qu'il y aura moins d'eau disponible pour le débit de printemps. C'est quelque chose qu'on est en train de modéliser en ce moment. Là, je prépare un article sur la projection de trajectoire hydroclimatique pour la rivière Arikana. Et la courbe diminue sensiblement. OK. Mais justement, est-ce que les travaux que tu vas publier, est-ce qu'il y a aussi une date plus hâtive en termes d'occurrence, par exemple, de débit élevé, etc. Parce que on fait attention, ce n'est pas parce que tu as une saison plus courte que tu as nécessairement moins de neige au moment où elle se met à fondre. Donc, c'est un peu ma question.
Et on observe un dégel plus hâtif des cours d'eau et du lac du Parquet. Et ça depuis 1960. Sur la rivière Ecana aussi, si on estime le moment où le débit passe à un débit élevé, le timing devient de plus en plus hâtif. Donc des niveaux d'eau élevés de printemps de plus en plus hâtifs, à la fois sur le lac et sur la rivière. Okay. Mais vraiment excellent travail, c'est vraiment un travail très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la prochaine présentation? Non, ben, je te remercie beaucoup, Alexandre. C'est vraiment très intéressant. Je vois que tu as publié déjà pas mal tes travaux. Fait que ça aussi, n'hésite pas. Envoie-nous aussi tes références. Ça nous fera plaisir aussi de les mettre sur notre site web parce que c'est vraiment un domaine tout à fait intéressant, des choses qu'on ne voit pas nécessairement régulièrement. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci. Donc, sans plus tarder, on va passer à la deuxième présentation. Bonjour Marjolaine, Marjolaine Rivet-Bregard, qui est aujourd'hui candidate au doctorat au département de psychiatrie de l'Université McGill, où elle se spécialise dans la réaction traumatique face aux désastres de masse, à différents types de désastres. Précédemment, dans le cadre de sa maîtrise, tu as reçu, Marjolaine, une bourse dans le cadre du premier programme de bourse. Et donc, dans le contexte de cette bourse-là, tu avais étudié justement la prévalence des symptômes de stress suite aux inondations de 2019 dans la grande région de Montréal. Et ce travail-là, tu l'avais réalisé donc avec notre collègue Alain Brunet, donc membre également du RISC. Aujourd'hui, ta présentation s'intitule « Les inondations, un événement inoubliable », certainement relié justement aux symptômes de stress dont tu vas nous parler aujourd'hui. Encore une fois, merci Marjolaine d'avoir accepté de donner une présentation et la parole est à toi. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup Philippe pour cette présentation. Donc, tel que mentionné, donc mon nom est Marjolaine, puis dans le cadre de la première bourse étudiante du RISC, donc en 2019, j'ai eu la chance de travailler sur l'expérience des inondations de 2019 dans la grande région de Montréal. Et c'est un projet donc, qui a été supervisé par le professeur Brunet. Et puis, donc, avant de commencer, je tiens tout d'abord à souligner que les terres sur lesquelles, en fait, à partir desquelles je vous présente, je vous fais cette présentation-là, font partie du territoire traditionnel non cédé des Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Donc, tout d'abord, tel que, un peu comme la présentation, ça fait déjà quelques années qu'on sait qu'avec les changements climatiques, donc il va vraiment avoir une augmentation au niveau des catastrophes naturelles. Et dans ces catastrophes naturelles-là, on parle aussi des inondations qui sont de plus en plus fréquentes au Canada, mais aussi au Québec. Et puis lorsqu'on pense aux inondations, on parle beaucoup de conséquences économiques, de conséquences écologiques, comme mon collègue vient tout juste de vous le présenter, mais il y a aussi des conséquences potentielles sur la santé mentale qui peuvent quand même apporter leur lot de détresse et justement leur lot de conséquences sur la société. Et puis, lorsque l'on pense à ces conséquences-là spécifiquement, donc on peut parler de symptômes de troubles de stress post-traumatique, mais on peut aussi parler de symptômes d'anxiété et de dépression. Et puis, c'est vraiment important de bien comprendre ces symptômes-là, de bien comprendre les portraits puis les conséquences psychosociales pour justement nous permettre de prévenir, mais aussi d'apporter les ressources nécessaires pour les sinistrés. Et donc, comme je viens tout juste de mentionner, une des conséquences sur la santé mentale qui est reconnue par l'Institut national de la santé publique du Québec, c'est le trouble de stress post-traumatique. Mais le trouble de stress post-traumatique a une particularité et c'est vraiment le fait qu'afin d'avoir un trouble de stress post-traumatique, il faut être confronté à une menace vitale, que ce soit pour soi ou pour autrui. Et puis de ça peut découler différents symptômes qui apportent leur lot de détresse, donc que ce soit des pensées intrusives, donc pas être capable d'arrêter d'y penser, que ce soit éviter des choses qui nous font y penser, que ça peut être aussi être un peu plus irritable, donc
un lot de symptômes donc, qui peuvent vraiment affecter notre quotidien. Mais le trouble de stress post-traumatique a un petit frère ou plutôt un cousin qui lui aussi a des symptômes similaires, donc pensée intrusive, évitement, tout ça, mais qui, au contraire du trouble de stress post-traumatique, ne nécessite pas une menace pour la vie, donc qui peut arriver suite à un événement stressant, mais qui ne met pas nécessairement la vie en danger. Puis celui-ci, c'est le trouble de l'adaptation. Et puis, le trouble de l'adaptation, malheureusement, n'a pas reçu autant d'intérêt au niveau de la recherche ou clinique que le trouble de stress post-traumatique. Mais ça ne veut pas dire qu'il devrait être laissé de côté pour autant, puis ça ne veut pas dire qu'il est moins prévalent que le trouble de stress post-traumatique pour autant non plus. Puis, c'est vraiment important de faire un bon portrait puis d'avoir une bonne idée des prévalences de ces troubles-là pour justement bien pouvoir adapter nos interventions, puis la prévention qui va être faite suite aux inondations. Donc, pour cette raison, l'objectif du projet que j'ai fait était l'exploration des expériences découlant des inondations de 2019 au Québec et les symptômes qui sont liés au trauma et au stress, donc des symptômes qui peuvent être tant associés au trouble de stress post-traumatique qu'au trouble de l'adaptation. Et donc, pour ce faire, donc, on a fait des entrevues téléphoniques. Donc, on a contacté des personnes qui, pour être éligibles, devaient être âgées d'au moins 18 ans, devaient avoir été affectées directement par les inondations, donc avoir leur propriété inondée, et devaient parler couramment le français ou l'anglais. Donc, c'était des entrevues téléphoniques qui ont duré en moyenne 15 minutes. Puis, on a commencé de façon très large en leur demandant tout simplement, pourriez-vous me décrire brièvement l'événement traumatique ou stressant que vous avez vécu en lien avec les inondations printanières de 2019? Évidemment, pour certaines personnes, il y a plus d'un événement, puis il y a plus d'une chose qui se passe puis qui peut provoquer de la détresse. Donc, à ce moment-là, on leur a simplement demandé de focusser sur l'événement qui causait le plus de détresse. Ensuite, on a mesuré les symptômes de stress et de trauma à partir de l'IES-6. Donc, ça, c'est un questionnaire qui mesure les symptômes associés au stress et au trauma, mais c'est une version abrégée. Donc, puisqu'une entrevue téléphonique, des fois, ça peut être un peu intrusif, on ne voulait pas que ce soit trop long. Donc, c'est une version à 6 systèmes qui regarde les symptômes, puis dont le score total va de 0 à 24. Et puis, donc, le score seuil clinique est à 10. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que lorsqu'une personne score à 10 ou plus, souvent, on suggère qu'il y ait un suivi psychologique qui se fait parce que ça peut indiquer potentiellement un trouble quelconque ou juste une détresse psychologique marquée qui mériterait de se faire suivre au long terme. Ensuite, étant donné que nos entrevues se sont déroulées entre mars 2020 et avril 2020, c'est à ce moment-là que la pandémie a éclaté. Donc, on a rajouté une question. En quelle mesure pensez-vous que votre stress peut avoir été affecté par le coronavirus afin de s'assurer que le stress qu'on capturait était bel et bien justement spécifique aux inondations, mais aussi pour voir est-ce que le stress qui peut avoir été causé par le coronavirus à ce moment-là peut avoir eu un impact. Finalement, on a aussi collecté évidemment des données sociodémographiques. Donc, on a demandé aux participants leur âge, leur statut marital, le nombre d'années d'études et le genre auquel ils s'identifiaient. Pour ce qui est des analyses des symptômes de stress, donc on a fait des analyses descriptives des symptômes rapportés, ce qui veut dire qu'on a regardé le score total en moyenne des symptômes de stress, on a regardé quels symptômes étaient les plus prévalents. On a aussi regardé la proportion de notre échantillon qui se retrouvait au-dessus de notre score seuil, donc qui bénéficierait en fait d'une consultation avec clinique avec un psychologue ou un thérapeute. Puis on a aussi, pour contrôler justement pour le stress causé par la pandémie, on a comparé les niveaux de symptômes de stress en lien avec les inondations entre ceux qui avaient rapporté peu ou très peu de changements causés par la pandémie et ceux qui avaient rapporté des changements modérés à extrêmes causés par la pandémie pour s'assurer qu'il n'y avait pas de biais causés par ce nouveau stress qui avait été induit. Aussi, donc, si on revient à la première question d'ouverture, on a aussi analysé ces réponses-là de manière qualitative. Donc, 2 juges ont codé de manière inductive les expériences des participants pour
pour voir comment est-ce qu'ils décrivaient qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Ensuite, tous les codes ont été comparés ensemble pour s'assurer que les deux juges s'entendaient. Et dans le cas où il y avait un désaccord entre les juges, il y a eu une discussion jusqu'à ce qu'un accord interjuge soit atteint. Donc, au niveau des résultats, on a eu un échantillon de 38 participants donc, qui ont répondu à l'entrevue téléphonique. Les participants avaient entre 35 et 82 ans. La majorité de nos participants venaient de Laval. On en avait aussi plusieurs de Montréal et quelques-uns de banlieues avoisinantes. Et au temps de l'entrevue, ça faisait environ 12 mois que les inondations avaient eu lieu. Donc, un peu plus de détails ici quant aux données sociodémographiques. Donc, on peut voir qu'on a un échantillon quand même assez bien balancé au niveau des genres, donc 56,8% de femmes pour 43,2% d'hommes. Personne ne s'était identifié à un autre genre au niveau de notre échantillon. La majorité de nos participants étaient mariés ou conjoints de fait. Le reste était quand même assez bien distribué à travers les états civils. La majorité de nos participants étaient francophones, donc on parle quand même de 91,9% de nos participants, mais quand même quelques anglophones aussi. Et puis au niveau de l'éducation, donc en moyenne, on avait un échantillon quand même assez bien éduqué, donc à 15,7 années de scolarité. Puis pour mieux vous situer un peu, après 16 années de scolarité, typiquement, on a un bac à l'université. Donc, un échantillon quand même très, très bien éduqué, comme je viens tout juste de le mentionner. Au niveau des symptômes de stress et de l'expérience des événements d'inondation, donc, il y a seulement un participant sur nos 38 qui a rapporté une menace vitale. Donc, ce participant-là en particulier avait rapporté qu'en urgence, il avait dû descendre au sous-sol pendant les inondations. Le sol était complètement inondé. Et puis, il y avait un danger d'électrocution à cause de ce qu'il y avait dans son sous-sol. Puis, en devant en chercher des choses en urgence, il a eu peur de se noyer et de se faire électrocuter. Donc, c'est la seule menace vitale qui a été rapportée à travers tout notre échantillon. Et sans surprise, c'est aussi l'un des participants qui a rapporté le plus haut taux de symptômes de stress, avec un score de 19 sur l'échelle de symptômes de stress. Donc, 19, je le rappelle, sur une possibilité maximale de 24 et avec le score seuil de 10. Donc, on peut vraiment voir l'impact qu'avoir peur sur notre vie peut avoir sur certains symptômes comme ça. Si on va à notre échantillon global, donc au niveau des symptômes de stress, en moyenne, les gens rapportaient un score de 7,73, ce qui se trouve juste un peu en dessous du seuil clinique de 10, mais quand même avec un écart type de 6,29. Donc, il y avait quand même pas mal de variations à ce niveau-là. Et en termes de proportion de gens qui scoraient au-dessus du seuil clinique, on parle quand même de 32,4%. Donc, il y a 32,4% de notre échantillon qui aurait bénéficié d'une consultation et d'une évaluation un peu plus en profondeur de leur statut psychologique. Et dans tous les symptômes qui étaient rapportés, donc c'est vraiment les symptômes d'intrusion qui étaient les plus prédominants. Donc, par exemple, différentes choses me faisaient penser avec un score de 1,83 sur 4. Et principalement, donc, le symptôme le plus rapporté était, sans le vouloir, j'y repensais. Donc, avec un score moyen de 2,7, encore une fois, sur une possibilité de 4 points. Et puis, lorsqu'on a comparé justement les symptômes de stress rapportés selon à quel point les participants se sentaient dérangés ou par la pandémie, il n'y avait pas de changement. Donc, ce qui indique quand même qu'on a bien été capable de contrôler puis de capturer le stress par rapport aux inondations et non un autre stress. Mais quand même, les gens se sentaient, donc 1,35 sur une possibilité de 4 qui sentaient que le stress de la pandémie pouvait affecter leur stress des inondations. Donc, au niveau des expériences des inondations, donc la partie qualitative que je mentionnais un peu plus tôt, donc, une des expériences qui étaient les plus souvent rapportées, c'était de se sentir stressé, donc quand même chez une vingtaine de nos participants. Il y a aussi eu beaucoup de fois, ce qui revenait, c'était que les résidences et les biens matériels avaient été détruits. Donc, ça particulièrement avait quand même un gros impact
sur la santé mentale, sur la détresse des participants. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui avaient rapporté qu'ils avaient été touchés aussi par les inondations de 2017, donc ils avaient dû rénover récemment, puis que ces rénovations-là avaient été jetées, ironiquement, jetées à l'eau à cause des inondations de 2019. Et donc, avec tout ça, il y avait quand même beaucoup d'appréhension. Donc, quand on parle d'appréhension, ça peut être, par exemple, quand c'est le temps des inondations encore ou au printemps, mais c'est regarder l'eau monter et dire comme, oh mon Dieu, OK, ça s'en vient, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, beaucoup d'appréhension. Mais aussi, d'un autre côté, il y a quand même plusieurs participants qui avaient vécu les inondations de 2017. Donc, il y a quand même 10 des participants qui avaient rapporté se sentir prêts. Donc, puis d'autres aussi qui disaient être bien préparés parce que, bon, avec 2017, ils ont de l'expérience, ils savent quoi faire. Et puis aussi, c'est même chose au niveau des municipalités. Donc, avec l'expérience des inondations de 2017, il y avait aussi beaucoup plus de ressources municipales qui pouvaient être utilisées par les résidents, donc qui étaient utiles pendant les inondations de 2019. Donc, on a aussi fait un nuage de mots. Donc, un nuage de mots, c'est qu'on a pris les descriptions des événements qui étaient donnés par les participants. Puis, ça crée, avec les mots qui sont les plus fréquents, ça crée un nuage de mots. Donc, le plus gros, le mot, le plus souvent, il a été rapporté et utilisé. Puis, ça donne une belle visualisation de comment les gens décrivent les inondations aussi. Donc, on parle beaucoup d'eau, évidemment, inondation, mais de stress. Donc, on voit stress et stressant qui revient beaucoup. On regarde aussi au niveau du sable. Donc, le sable était les poches de sable qui devaient être empilées pour protéger les maisons et les biens matériels. On parle de pompes. Donc, on entendait souvent parler des gens qui rapportaient que les pompes roulaient 24/4. Donc, des fois, ça empêchait de dormir. Ça durait des semaines. Il y avait indemnité, argent, dommages. Donc, encore une fois, donc maison, tout ce qui est matériel revient quand même beaucoup de la peur, de l'aide. Donc, on avait aussi vu de l'entraide entre les voisins. Donc, ça, c'était quand même très intéressant aussi à voir. Donc, deuxième, première, donc certaines personnes pour qui c'était les premières inondations, les deuxièmes. Donc, l'eau qui montait, stress encore, sac, qui va avec sable, donc sac de sable, propriété. Donc, vraiment une panoplie de descriptions qui donne vraiment un apport riche puis une vision riche justement des inondations puis comment les gens l'ont vécu. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce projet-là, de ce qu'on a vu jusqu'à présent? Donc, malgré que les inondations peuvent être un événement potentiellement traumatique pour certains, pour la majorité des gens, c'est surtout un événement stressant. Donc, mais événement stressant ne veut pas dire pour autant qu'il y a moins de symptômes. Mais c'est important de savoir que la menace vitale n'est pas présente pour tout le monde, mais c'est quand même un événement significatif. Aussi, les inondations précédentes peuvent avoir aidé certains à se sentir mieux préparés, puis peut les avoir mieux équipés à gérer l'inondation, que ce soit de manière matérielle ou psychologique. Mais il y a quand même un 32,4% de notre échantillon qui requiert une attention professionnelle. Donc, il faut quand même bien se préparer puis être à l'affût de ces conséquences psychologiques-là. Et aussi, ce qui est important de retenir, c'est que l'expérience stressante ne fait pas juste arrêter quand les eaux se résorbent. Cette expérience-là, puis les conséquences psychologiques continuent après les inondations. Et justement, même après un an après les inondations, on a encore une bonne proportion d'échantillons de nos participants qui rapportent des symptômes qui devraient quand même encore avoir une attention professionnelle. Donc, c'est des conséquences qui peuvent vraiment perdurer dans le temps. Donc, c'est important de se pencher là-dessus, sur le sujet. Et donc, évidemment, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un besoin de soutien psychosocial marqué, même dans l'absence d'un trouble de stress post-traumatique potentiel. Donc, c'est beau se concentrer sur des gros diagnostics comme ça, mais le trouble de l'adaptation ou juste les symptômes en général, en soi, méritent une attention puis un soutien professionnel qui devrait être adressé. Par contre, en effet, comme toute étude, on a nos limitations, puis c'est important de les prendre en considération quand on interprète nos données. Donc, on a un échantillon qui est très, très homogène. Donc, comme vous avez pu voir, la majorité de notre échantillon est francophone. Ça se pourrait très bien que l'expérience d'une population anglophone ait été un peu différente ou de tout autre groupe
qui aurait pu être un peu différent au niveau de l'éducation, au niveau de l'âge et tout ça. On a aussi un échantillon qui est quand même très petit et qui est non représentatif. Donc, pour être capable de s'assurer que nos données et nos conclusions se généralisent bien à la population québécoise, mais il faudrait un échantillon qui est beaucoup plus gros et puis aussi épidémiologique, donc pour qu'on puisse s'assurer que ça s'applique bien à tout le monde. Et aussi, notre collecte de données a lieu au printemps 2020, donc il y a 2 biais qui sont insérés à travers tout ça. Premièrement, malgré qu'on a essayé de contrôler statistiquement pour ça, il y a quand même le biais de la pandémie qui venait tout juste de commencer à frapper, mais il y a aussi le biais du fait que c'est l'anniversaire, donc les 1 an suite aux inondations. Puis lorsqu'on parle de trauma et de stress, donc les anniversaires sont toujours une période un peu plus stressante ou qui apporte un peu plus de détresse et qui peut donc augmenter un peu la symptomatologie. Donc, ça ne représente pas nécessairement bien le portrait psychologique à travers une année complète. Donc, ça, il faudrait regarder ça à l'extérieur de cet anniversaire-là aussi. Mais on a quand même des implications importantes qu'il faut prendre en considération. Donc, premièrement, c'est important d'avoir accès à des ressources psychologiques à disposition des sinistrés. Donc, que ce soit tout de suite pendant les inondations, après les inondations, mais aussi au plus long terme. Donc, pour justement s'assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas une aggravation des symptômes, tel que proposé par Dr. Brenda en 1998. Donc, il faut promouvoir le bien-être psychologique des sinistrés, mais il faut aussi prévenir le développement de symptômes chroniques comme des intrusions qui peuvent revenir. Puis ça, c'est des symptômes qui amènent leur lot de détresse. Donc, si on veut s'assurer que les sinistrés vont bien économiquement, mais aussi mentalement pour qu'ils puissent continuer à vivre leur vie de tous les jours sans trop de détresse, c'est important de prévenir ceux-ci et de continuer à offrir un support à travers une longue période de temps. Donc, ici, c'est les quelques références que j'ai mentionnées à travers la présentation. Et puis, malgré qu'on n'a pas encore de papier qui est accepté et publié, on a présentement un papier qui a été soumis à la revue Sciences et comportement. Puis, il y a une présentation des résultats qui a été faite à la Canadian Psychological Association en virtuel, donc en mai 2021. Si jamais vous avez des questions par la suite, j'ai aussi mon adresse courriel juste ici. Parfait, merci beaucoup, Marjolaine. Très intéressant également. Pour l'instant, Philippe, je n'ai pas de question. Ah oui, j'ai une question maintenant qui vient d'arriver. Alors, Joanie Turmel demande, est-ce qu'une analyse différenciée des genres a été réalisée? En fait, il y a 2 questions. Est-ce que certains participants ont dû être relocalisés après les inondations? Puis si oui, est-ce que l'ampleur des impacts vécus par ces derniers était différente? Donc, 2 phases. Est-ce qu'il y avait une analyse différenciée des genres? Puis, est-ce que certains participants ont dû être relocalisés? Et si on a tenu compte de ce stress supplémentaire? C'est 2 excellentes questions. Pour ce qui est d'une analyse différenciée, ça n'a pas été fait, justement par manque de pouvoir statistique. Mais si vous voulez, ça va me faire plaisir de faire ces analyses-là puis de vous envoyer les données par courriel. Donc, en effet, on a quand même un bel échantillon balancé qui pourrait nous permettre de faire ça, mais bien évidemment, tout en gardant en tête que le pouvoir statistique est peut-être un peu trop bas pour qu'on puisse vraiment interpréter les données puis que ce soit fiable. Mais c'est ça. Si vous me permettez, si vous voulez m'envoyer votre courriel en privé, ça va me faire plaisir de faire ces analyses-là puis qu'on en discute un peu ensemble par la suite. Pour ce qui est de la relocalisation, très peu d'entre eux ont dû être relocalisés. Donc, on parle d'environ 2-3 participants. Un qui, ironiquement, était en voyage pendant ce temps-là, donc ça a un peu bien à donner pour les inondations en tant que telles, mais quand il est revenu, c'était un petit peu plus difficile. Au niveau de la relocalisation, les symptômes étaient quand même dans la moyenne aussi. Je dirais qu'il y avait un bon support, donc ils ont été relocalisés dans des familles, dans leurs familles. Donc, malgré que je n'ai pas de données pour ça, donc je soupçonne qu'il y aurait une différence entre être relocalisé dans une famille ou est-ce qu'on a un support
un groupe de support qui peut nous aider à travers ça versus être relocalisé dans un endroit qu'on ne connaît pas pour un nombre de temps indéterminé. Il y a probablement eu aussi un impact. Donc, on parle beaucoup de gens qui étaient très éduqués dans cet échantillon-là. Donc, au niveau économique, ça a dû aider aussi pour être relocalisé sans trop avoir sans avoir le même stress qu'une personne avec un statut socio-économique un peu moins élevé puis un moins bon support aurait pu avoir. Mais c'est ça, malheureusement, on n'avait pas assez de gens relocalisés pour vraiment bien comprendre s'il y avait une différence entre plusieurs groupes de niveau statistique. Il y a aussi Julie Bourque qui mentionne qu'elle se reconnaît, elle est riveraine de la rivière Montmorency, puis elle se reconnaît tout à fait dans les propos de ta présentation. Même si ton échantillon est réduit, ça n'enlève pas la pertinence de tes travaux. J'apprécie. Et c'est ça, donc Johnny Turmel aimerait bien échanger avec toi, donc je te laisse peut-être lui répondre directement. Et Alexandre a une question. Oui, merci Marjolaine pour la très bonne présentation. Tu mentionnais que des personnes se sentaient préparées au risque d'inondation. Est-ce que tu as eu la chance de comparer ton étude avec une étude précédente qui aurait eu des résultats un petit peu similaires? Est-ce que tu as pu observer un apprentissage du risque ou un changement dans la prévention du risque d'inondation pour les populations? Donc, malheureusement, il y a beaucoup des études qui ont... En fait, il manque quand même beaucoup de résultats au Québec, ce qui était une des raisons qui nous a poussés à faire cette étude-là. Les études les plus récentes dataient des inondations du lac Saint-Jean, donc étaient quand même très, très loin en arrière. Et puis, une particularité aussi, c'est que la majorité des études qui sont faites à ce niveau-là sont très, très quantitatives. Donc, nous, on a ajouté la portion qualitative parce qu'on s'intéresse à tout ce qui est événements stressants, événements potentiellement traumatiques. Mais je ne peux pas dire que c'est des données qui ont assez focusé sur le risque pour permettre cette comparaison-là. Donc, c'est surtout un projet pas pilote, mais très préliminaire, étant donné justement la taille de l'échantillon. Mais aussi, puisque ces informations-là sur le risque à être préparé, puisque c'est quelque chose qui ressort d'une méthode très, très descriptive et qualitative. Donc, ça l'informe pour justement des directions futures, mais ça ne nous donne pas quelque chose d'assez solide pour dire qu'on est en mesure de le comparer avec des études précédentes. Donc, mais ce serait une super belle direction à avoir, qui serait une belle interdisciplinarité entre santé mentale et préparation. Oui, effectivement. Merci. Alors, Philippe, le mot de la fin. Ouais, excellente présentation. Vraiment, Marjolaine, comme Alexandre, vous êtes extrêmement pédagogique. C'était très clair. Donc, moi, j'ai une petite question rapide parce que vraiment, ton étude est très intéressante. En fait, j'ai deux questions. La première, la personne donc, qui avait son sous-sol inondé avec des risques d'électrocution, on voit à quel point, en fait, le niveau d'exposition non seulement est stressant, menaçant, ça tu l'as montré. Mais ça fait quand même le pont avec les études que Mélissa Généreux, notre collègue Mélissa Généreux, Daniel Maltais ont fait sur justement le niveau d'exposition et l'importance que ça a sur non seulement la santé mentale plus généralement, mais aussi les stress post-traumatiques. Donc, peut-être un commentaire là-dessus. Puis très rapidement, la deuxième question. Est-ce que votre étude, qui est à mon avis très intéressante, oui, tu as des limitations, est-ce que vous en avez parlé avec les directions de santé publique? Parce que le suivi longitudinal des gens, tu le dis, il y a quand même des effets à long terme, donc peut-être t'entends là-dessus. C'est hyper intéressant. Je vais vous avouer que j'ai aucune connaissance de comment arriver à discuter avec les gens qui prennent ce genre de décision-là. C'est malheureusement quelque chose qui, ironiquement, maintenant, à temps partiel, j'essaie de pousser pour que tout ce qui est vulgarisation, mais aussi transfert des connaissances soit plus ancré dans nos curriculums parce que c'est quelque chose que j'aimerais, mais que je ne sais pas comment pousser à ça, je ne sais pas comment en arriver là.
c'est sûr qu'il faudrait à ce moment-là, donc ça, encore une fois, c'est comme vous avez mentionné, c'est une étude qui est très, très, très préliminaire. Mais oui, en effet, ce serait possible d'essayer de prendre justement les résultats de Dr. Maltais Généreux, Dr. Généreux qui est collaboratrice avec nous là-dessus d'ailleurs, et de présenter quelque chose. Mais ce n'est pas par manque d'intérêt plus que c'est par manque de savoir-faire à comment arriver là. Donc, je suis 100% preneuse de vos suggestions. Et vraiment, ça prouve à quel point, on en avait parlé d'ailleurs avec Alain au départ. Est-ce que toi aussi, par exemple, tu suggérais, bon, ça a été fait 1 an après, mais aussi de tout de suite aussi faire du suivi pendant la phase, hein, parce qu'il y a des données, à mon avis, qui sont extrêmement utiles aussi à les récolter pendant la phase pendant l'intervention ou pendant la phase d'inondation. Oui, il y a toutes sortes de facteurs, toutes sortes de choses. J'imagine que vous avez eu cette discussion-là en long et en large avec Alain. Ça me fait plaisir de rajouter mon petit grain de sel là-dessus. Donc, c'est sûr qu'il y a des variables aussi qui sont d'excellents prédicteurs. Donc, le PDI, donc la détresse péritraumatique, peut être une évaluation très rapide, très facile, mais qui a un pouvoir de prédiction vraiment, vraiment bien pour voir c'est quoi les facteurs de risque pour continuer à avoir des symptômes plus tard. Il y a aussi, évidemment, on gagne à évaluer les symptômes tôt pour voir justement la progression. C'est sûr que sur le coup, un peu comme n'importe quel désastre, les symptômes tout de suite après vont être très, très hauts. Donc après ça, il faut monitorer, c'est sûr que... Puis on a des outils qui sont courts comme l'IES6 qu'on a utilisé. C'est une version courte, donc 6 items. Ça administre beaucoup mieux que la version longue qui est à 22 items qui peut être un peu plus longue. Après ça, c'est une question d'avoir les ressources nécessaires pour être capable de le faire dès que ça arrive. Mais c'est sûr qu'on gagnerait à ajouter ça de manière systématique. Mon Dieu, j'ai de la misère avec ces deux mots-là ces temps-ci. On gagnerait beaucoup à ajouter ça comme la boîte à outils que j'ai remarqué qui a été mise sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, il y a une boîte à outils justement qui inclut la détresse psychologique suite aux inondations. Donc, c'est des données précieuses, surtout qu'au Québec, les inondations se font de plus en plus fréquentes. Puis, il faut être prêt à intervenir puis à prévenir régulièrement, aussitôt que ça arrive, en fait. Merci. Il y a une dernière question qui se rajoute en finissant. Est-ce que le traitement par la technique EMDR est efficace pour le trouble de stress post-traumatique? Donc, c'est une des techniques qui va être mise de l'avant. Donc, souvent, quand on parle de trouble de stress post-traumatique, c'est beaucoup le CBT, donc cognitivo-comportemental, qui va être mis de l'avant. Il y a différentes thérapies qui existent. Donc, on peut avoir aussi thérapie narrative, on peut avoir de la psychoanalyse très régulière. Donc, c'est en gros, EMDR, oui, est efficace, a été recherché à travers plusieurs études, mais encore là, il y a quand même des différences individuelles qu'il faut prendre en considération. Donc, malgré qu'il y a plusieurs études qui montrent que c'est efficace dans une certaine proportion des gens qui ont un trouble de stress post-traumatique, faut s'assurer que ça fonctionne bien pour vous et que ce soit un bon match pour vous. Donc ça, c'est très important. On ne peut pas parfaitement prédire à ce niveau-là, mais aussi s'assurer que vous ayez un thérapeute qui fit bien avec vous. Donc, il y a des considérations individuelles à prendre en compte. C'est bien, merci. Donc, merci beaucoup. Il y a Joanie aussi qui mentionne, Joanie Turmel, qu'il y a la trousse aussi développée justement par nos collègues de l'UQAM, Annie Lessard et son équipe, justement sur les impacts psychosociaux des populations touchées par les événements météorologiques extrêmes, donc avec le lien qui a été mis dans le chat. Donc, encore une fois, merci beaucoup Marjolaine, Alexandre. Vos deux présentations étaient vraiment excellentes. Ça prouve à quel point la formation de la relève, non seulement il y a que ça de vrai, mais vous nous rendez fiers aussi des programmes de bourse qu'on met en place. Et il faut vraiment qu'on continue ce travail-là avec vous parce que vous êtes aussi non seulement la relève,
les travaux que vous faites sont vraiment extrêmement intéressants. Donc, merci. On va peut-être arrêter l'enregistrement là. Donc, c'était